Jean-Marie Le Pen, merci d'abord de nous accueillir dans votre maison qui, je le crois, est votre maison familiale, c'est votre maison de naissance, vous qui êtes un Breton, un Morbihanais, un homme de la Trinité, nous sommes aujourd'hui, et dans cette maison vous venez souvent, vous ressourcer, ou assez fréquemment, et toutes ces racines bretonnes, toute cette naissance, tout cet héritage, cette famille. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire? Je viens au moins une fois par an, en général pendant les vacances, puisque cette maison est à mes enfants et mes petits-enfants, mais j'y ai quand même une place réservée. Je suis un Morbihanais, exclusivement de souche, si on peut dire, donc breton et français. Mais Morbihanais par mon père, mon grand-père, qui sont des marins, et par ma mère, Marie Hervé, qui sont des paysans. Je réunis en moi-même la devise de la Trinité-sur-Mer, qui est en breton Arndois, Arnmour, sur terre et sur mer. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, dans cette région, c'est un pays qui est profondément pénétré par la mer, un peu comme les doigts d'une main. Il y a des presqu'îles et des abers qui remontent très loin. Celui de la Trinité remonte par exemple à 6 km. Bon, et sa largeur m'avait fait, en arrivant à Paris, considérer la Seine comme un filet d'eau, qui était beaucoup moins large que ne l'était la rivière de Crac, qui est celle de la Trinité. Voilà. Alors c'est vrai que je suis de ce pays intrinsèquement, profondément, avec sans doute ses qualités et ses défauts qui ne sont pas minces. Et ces racines, est-ce qu'elles vous donnent une force? Est-ce qu'elles vous donnent une puissance? Est-ce que vous les sentez en vous? Oui, bien sûr, n'oubliez pas que nous sommes ici sur un terrain tellurique, puisque nous sommes dans le pays des menhirs, le plus grand alignement de menhirs du monde, et que ceci n'est pas sans signification. Je pense qu'il y a une raison. D'ailleurs, je signale au passage que l'année de ma naissance, il y a eu un tremblement de terre ici. Et mon père m'a sorti de mon berceau et m'a amené à l'extérieur. Ça n'a pas duré, c'était pas un grand tremblement de terre, mais un tremblement de terre tout de même. Fallait-il y voir un signe du ciel? Je n'irai pas jusque-là. On vous surnomme le menhir. Qui vous a surnommé ainsi pour la première fois et pourquoi? Écoutez, je ne sais pas. Je pense que c'est Serge de Beketch qui, la première fois, sinon verbalement, au moins dans un article, m'avait appelé le menhir. Le menhir, parce que le menhir, sa signification bretonne, c'est la pierre levée, la pierre debout. En quelque sorte, dans sa stabilité granitique, c'est qu'il ne se laisse pas abattre, en quelque sorte. C'est probablement ce qui m'a valu, de la part de mes amis au moins, cette réputation. Vous avez évoqué votre père tout à l'heure. D'où vient votre père? De la Trinité, on le sait, et votre mère? Alors mon père est né à la Trinité-sur-Mer. Son père était patron-pêcheur. Il a été patron-pêcheur lui-même et il a disparu à l'âge de 40 ans en sautant sur une mine en 1942, ce qui a fait de moi, puisqu'il était mort pour la France, un pupille de la nation. Et m'a donné l'impression que j'étais quand même plus français que les autres. Et puis ma maman est d'origine paysanne, mais évidemment, quand on se mariait à cette époque, ça n'était pas pour travailler, c'était pour rester chez soi. C'était la dignité de la femme mariée, de la mère de famille. Mais mes grands-parents sont originaires de Locmariaquer et de Baden, en remontant plus loin, c'est-à-dire sur le golfe du Morbihan. Et donc, j'ai une double ascendance, si vous voulez, à la fois terrienne et maritime, mais largement imprégnée par la mer en toutes circonstances. Est-ce que vous voulez nous parler de vos tout premiers souvenirs d'enfance? En famille, à l'école, dans la rue, avec des copains? Ces premiers souvenirs, c'est quoi? Je suis un petit garçon relativement précoce, puisque mes parents se vantent que je sais lire le journal à l'âge de 5 ans.
pas seulement lire des mots, mais le journal. Et je vais d'abord à l'école chez les bonnes sœurs, puis ensuite à l'école du curé. Et puis un jour, avec un copain, d'abord parce que, il faut dire la vérité, le vicaire avait d'autres occupations que celles de l'école. Il fallait qu'il fasse son service sacerdotal. Et donc, dans ces cas-là, il laissait la classe entre les mains du plus âgé d'entre nous. Et un beau jour, j'ai décidé de moi-même d'aller à l'école laïque. Alors, ça a fait un peu de remous dans la famille. Ma mère a protesté, et puis mon père a dit, bon ben, puisqu'il a voulu y aller, qu'il y reste. Voilà. Et je suis resté à l'école laïque de la Trinité jusqu'au moment où je suis entré en 6e au collège des Jésuites de Vannes, qui était le collège, disons la vérité, aristocratique, le meilleur collège régional. Mais mon père, qui était parti comme mousse à l'âge de 13 ans sur un 3-mâts capornier, avait voulu que j'aie une bonne éducation. Et moi, je disais, je veux aller aux grandes écoles. Les jeux de l'enfant, Jean-Marie Le Pen, à quoi il s'amuse? Les jeux de l'enfance, c'était simple. C'était la petite guerre. Nous avions ici la vigie, le groupe de la vigie. Et il y avait un peu plus bas le groupe du Voulienne, qui est un petit peu le Talweg de la Trinité, où il y a une petite rivière, enfin très minime, et nous faisions de la guerre avec des lance-pierres, avec des choses comme ça. Le jeu principal, c'était la guerre. Mais moi, j'allais beaucoup dans mon grenier. Le grenier était un élément important de la maison dans laquelle étaient les appareaux de pêche, les voiles, etc. Et, chose très particulière, pendant la guerre, mon père avait gardé un fusil Lebel et un pistolet, qui était, je me rappelle, puni de la peine de mort sous l'occupation. Il y avait beaucoup d'Allemands dans la région. Mais ce grenier était l'endroit où je pouvais me retrouver seul pour lire. J'étais un passionné de lecture. Et mon père, qui était un patron pêcheur, mais qui aimait les lettres, était abonné à la collection Nelson. Et c'est dans cette collection et sa bibliothèque que j'ai lu pratiquement tous les auteurs du 19e siècle. Et en particulier les poètes, bien sûr, Victor Hugo, Musset, Vigny et tant d'autres. Et puis les grands romans, c'est des grands romans, les Trois Mousquetaires, 20 ans après, le Comte de Monte Cristo et tout le reste. J'étais passionné de lecture, mais je lisais aussi, bien sûr, des bandes dessinées, car je suis du temps des bandes dessinées. Je suis en quelque sorte, né la même année que Mickey. Bon. Ouais. Et j'ai connu, je n'ai pas connu Walt Disney, mais j'ai connu son frère aux États-Unis, et qui m'a dit d'ailleurs que leur nom Disney était d'origine française et venait de Désigny. Désigny ayant donné Disney. Désigny, comme le beurre d'Isigny en quelque sorte. Comme le beurre d'Isigny en quelque sorte, c'est la même ville. C'est la même ville. C'est amusant et probablement inédit. Dites-moi, un garçon solitaire, un chef de bande, J'étais un enfant unique. Mes parents auraient... Un chef de bande aussi? Mes parents auraient aimé avoir plus d'enfants en un moment où, je rappelle, pratiquement les gens n'avaient pas plus, par ici en tout cas, plus d'un ou de 2 enfants, maximum. Et c'était pas le cas de l'autre génération précédente. Mes grands-parents maternels, ont eu 7 enfants, et mes grands-parents paternels, 5. Mais nous étions arrivés à un moment, après la guerre de 14, où il y a eu une chute démographique décisive. J'étais donc enfant unique, et parce que ça ne marchait pas en dehors de moi, j'étais tout seul. Mais j'avais la passion de commander. Donc j'étais au centre d'un groupe de petits copains, beaucoup moins aisés que moi, qui avaient des cadeaux de Noël, etc., importants, et qui, évidemment, les en faisaient profiter, et tirant de cela une certaine autorité sur eux, n'est-ce pas? Il faut dire que dans mon enfance,
mes copains avaient à Noël une orange dans leur sabot. Moi, j'avais des cadeaux déjà nettement plus élaborés. Quel jeu, par exemple? Oh, j'ai eu toutes sortes, j'ai eu des jeux de construction, une maquette de Star, puis un certain nombre d'autres choses dont je ne me souviens plus sur le moment, mais j'étais plutôt un petit garçon gâté de ce côté-là. Mais encore une fois, j'en faisais profiter les copains, et ça me donnait bien sûr une autorité de chef sur eux, ce qui n'est pas tout à fait anormal quand on sait que le nom de Le Pen signifie en breton le chef. Des souvenirs de grandes joies d'enfance, ou de peine, ou de difficultés, ou de traumatisme. Vous savez, les grandes joies, je sais pas, le traumatisme, c'est la mort de mon père quand j'ai 14 ans, bien sûr. Ça c'est le drame familial, personnel, qui m'a fait dire d'ailleurs, dans des circonstances ou dans des discussions politiques, que le mort le plus important de la guerre, pour moi, ça a été mon père, bien sûr. En dehors de ça, les joies étaient celles des vacances, de la navigation, que dis-je, que sais-je, la plage, Vous aidiez votre père? Non, mon père ne voulait pas que je navigue sur son bateau. Et je naviguais avec mon grand-père sur le Styret d'Ormour, qui veut dire l'étoile de la mer. Et mon grand-père était retraité, mais comme beaucoup de retraités, pratiquait la pêche au maquereau. Qu'il vendait d'ailleurs en montant les rues. Alors, au petit poisson bleu! Dites-nous, quand l'enfant que vous étiez a conçu pour la première fois son avenir, quand je serai grand, je serai quoi? Moi, je voulais être officier de marine. Officier de marine de l'État. Et pour cela, passer par naval. À quel âge? Jeune. Il y avait à cela beaucoup de raisons. C'est que, en particulier l'été, l'escadre d'Atlantique venait en baie de Quiberon, et les marins, et on pouvait visiter les bateaux de guerre. Et moi, je ne connais pas d'image plus symbolique de l'autorité, de la grandeur de la patrie, qu'un drapeau tricolore au cul d'un cuirassé. Voilà, c'était... Donc, mon père aurait voulu que je sois, moi, officier de la marine marchande, ce qui ne l'avait pas pu être, ayant été obligé de partir à l'âge de 13 ans comme mousse. En 14, parce que son père partait à la guerre. Donc, un pêcheur qui est dans les fusiliers marins ne rapporte rien à la maison. Il y a 5 enfants, donc les 2 aînés, 13 et 14 ans, ont été mis, comme on dit, sur le trimar. Mon oncle Pierre est parti dans une filière britannique, c'était des jeunes bretons qui allaient dans les hôtels, la carrière de l'hôtellerie, et mon père parti 3 mâts sur un 3 mâts capornier, qui est là d'ailleurs, sous vos yeux, et qui a amené avec lui d'ailleurs c'est amusant parce que j'ai montré tout à l'heure ce dictionnaire Larousse. Ce petit garçon a 13 ans, n'est-ce pas? Il va embarquer à Ipswich, en Angleterre, et faire le voyage qu'on imagine en 1914 de la Trinité à Ipswich, pour embarquer sur le Duquesne, le bateau à 3 mâts de la maison Borde qui est là. Et ça, c'est son dictionnaire Larousse, qui l'a accompagné pendant toute sa vie et qui est, comme vous voyez, relié en toile à voile. Qui a maintenant plus de 100 ans et que je considère comme la pièce principale de mon musée personnel, si vous voulez. Et ça prouvait quand même l'attention que portait ce petit garçon à l'étude, à l'intelligence des choses, et à la connaissance du français, de la littérature. Et moi, je rêvais d'être officier de marine parce que ça me semblait ce qu'il y avait de supérieur. Malheureusement, quand je suis en âge d'entamer, je fais quand même ma TLM au départ, les concours difficiles de l'école navale. Nous avons encore beaucoup d'officiers, mais plus de bateaux. Ils ont disparu pendant la guerre, dans les conditions que l'on sait, notamment à Toulon,
où la flotte s'est sabordée. Votre père officiait sur un capornier. On imagine mal de nos jours quelle était la vie sur un capornier. Il était mousse de chambre, c'est-à-dire mousse de l'état-major. Il y avait un mousse d'équipage, mais ce sont des bateaux qui étaient manœuvrés, la voilure de ces bateaux était manœuvrée par 8 à 9 personnes. C'est terrifiant. J'y consacre d'ailleurs, dans le premier tome de mes mémoires, qui paraîtront, sans croire, l'année prochaine, au début de l'année prochaine, un chapitre particulier, parce que cette qualité de capornier avait donné à mon père, dans le monde maritime, dans le monde de ses copains patrons pêcheurs, un prestige particulier. Comme moi, quand je suis revenu d'Indochine, comme officier de parachutiste de la Légion étrangère, forcément au quartier latin, j'avais une certaine aura. Votre père était-il engagé politiquement? Mon père était conseiller municipal. Il était le plus jeune conseiller municipal de la Trinité, et on peut dire que c'était la municipalité de droite, disons. Voilà, mais ça n'avait pas de coloration politique accentuée. Mais il était déjà, en quelque sorte, engagé il était aussi président du syndicat des pêcheurs. Il était donc engagé dans une action sociale et politique en dehors de son métier. Il m'avait en quelque sorte tracé la voie. C'est un début de tradition familiale, en quelque sorte. En tous les cas, elle se créait là. Le jeune Jean-Marie était quelqu'un de grande santé, parfois fragile, des maladies infantiles. Oh, moi j'ai eu toutes les maladies infantiles possibles et imaginables, parce que on commençait les vaccins, mais en dehors des vaccins très élémentaires, j'ai eu la rougeole, j'ai eu tout ce genre de maladies-là que tout le monde avait. Quand j'étais jeune homme, quand j'étais jeune adolescent, il y avait encore une maladie qui frappait beaucoup, c'était la tuberculose. Et il y avait souvent des enterrements de jeunes gens, de jeunes filles de 18 à 20 ans qui mouraient de phtisie, ce qui a disparu après la guerre, on le sait, grâce, je crois, à la pénicilline, si je ne me trompe pas. Mais non, j'ai eu des maladies banales, sans plus. Non, j'étais plutôt robuste, costaud. Je le suis relativement resté, bien que je sois un peu Robocop maintenant. Si on doit parler des passions de cette époque, qu'est-ce qui meut, qu'est-ce qui fait bouger? Vous savez, à l'intérieur, il y a quoi? Le monde d'entre les deux guerres, le monde que je connais, c'est un monde d'anciens combattants. Vous savez, la Bretagne a eu 250 000 morts en 14-18, et les manifestations d'anciens combattants, dont faisaient partie mon grand-père et mon père, étaient immenses. Je me souviens d'avoir été, je crois que c'était à Musillac, à un congrès de l'UNC, qui était la plus importante des organisations, Union nationale des combattants. Il y avait 6 ou 7 000 personnes. C'était considérable. Et j'ai encore à Sainte-Anne-d'Auray, les pèlerinages extraordinaires avec ce chant « Tes fils bretons, morts pour la France, ont espéré Sainte-Anne en toi, accorde-leur la récompense de leur amour et de leur foi. » C'est chanté par 100 000 personnes, c'est un effet assez extraordinaire. Là, c'est l'entre-deux-guerres, et puis la montée des dangers, l'arrivée de la prochaine, quand j'ai une dizaine d'années, 1938, on sent arriver la prochaine guerre qu'on croyait impossible, puisque nos anciens croyaient avoir fait la der des der. Et rappelle 1 500 000 morts, 3 millions de blessés. Et avec nos 2 cordonniers de la Trinité étaient tous les 2 amputés d'une jambe. Voilà. C'était un monde ancien combattant. Et puis, ce serait trop long à raconter, mais je le raconte dans mon livre. Mon père m'avait amené à Paris, pour m'initier à Paris. Quel âge? À 10 ans, en 38.
Et après, justement, enfin à la fin de l'exposition internationale de 1937. Parce que mon père avait été à Paris, c'est amusant, il avait été garçon au Crillon, où son frère était maître d'hôtel. Mais c'est trop long à raconter, c'est assez exceptionnel, puisqu'il n'a pas voulu rester dans ce métier où, je rappelle, cravate blanche et queue de pie, hein, les garçons au Crillon. Eh bien, il est revenu à la Trinité pour être marin-pêcheur. Est-ce qu'il y a à cette époque des amitiés qui se nouent, des amitiés fortes entre garçons, ou un début de regard sur les filles, des premières amours d'enfance, comment tout ça se... Je rappelle que les garçons et les filles sont très séparés, notamment un peu partout, notamment à l'église. Les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre, mais bien évidemment, on leur fait des niches aux filles. On les tarabuste un petit peu. Et on a bien sûr des amitiés, des copains. Il me reste quelques copains de ce temps-là, mais mon carnet d'adresses est hélas devenu un cimetière. À 14 ans, vous perdez votre père, et dans votre livre qui va paraître, vous revenez assez longuement sur les circonstances. Oui, mon père... qui participe au ravitaillement par sa pêche, parce que je rappelle que nous sommes ici en zone interdite, zone occupée interdite, et que les rationnements sont très sévères. Donc mon père, comme pêcheur, participe à la survie, en quelque sorte, de la population, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays, il y a quelques paysans à la Trinité, mais tout était acheté par les Allemands qui étaient extrêmement nombreux ici, très nombreux en densité. Voilà, je le raconte, c'est la mort de mon père, mais ce qui est important dans la mort de mon père, c'est que mon père avait, je vous l'ai dit, eu ici un lebel caché dans le grenier et un pistolet. Et ma mère avait souhaité qu'on s'en débarrasse, et c'est moi, à 14 ans, devenu le petit homme de la maison, qui s'y est opposé. Nous étions donc des résistants non embrigadés, bien sûr, mais qui risquaient quand même la peine de mort en conservant chez eux des armes de guerre, une arme de guerre, bien sûr. Bon, ça a fait partie de ma saga personnelle, de ma construction patriotique, en quelque sorte. Et j'ai raconté que quand les Allemands partent, je veux tuer un Allemand que je crois responsable de la mort de mon père, à tort ou à raison, parce qu'il a sauté sur une mine, qui est, je pense, une mine française de barrage, coulée par les Allemands, mais qui fait 400 kilos d'explosifs, parce qu'on n'a pas retrouvé un seul morceau du bateau. On n'a rien retrouvé. Le bateau a disparu complètement à cette explosion. Et donc, j'ai suivi avec mes deux copains, avec mon pistolet dans la poche, pour tuer un sentinelle qui passait en avertissant des mines. Et puis, ça a duré 200 mètres et je me suis dégonflé. Je ne l'ai pas fait. J'en suis bien heureux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un témoin de ce drame ? Oui, mais des témoins de... Un témoin du drame de la noyade de votre père. Ah oui, il y a eu un rescapé, Paul Legovic, qui a été pour la 3e fois le seul rescapé. Ce qui d'ailleurs le rendait son embarquement difficile, alors qu'en fait ça tenait à sa qualité physique exceptionnelle. Puisqu'il était, je crois, encore à 60 ans, il était encore au Bono, champion de crosse et d'aviron. Donc, mais Paul est resté 10 heures. 10 heures. Mon père est mort au bout de 5 heures. Et lui, au bout de 10 heures, il a été repêché par un voisin. C'est extraordinaire. Votre rapport à la mère, l'enfant de la Trinité, mais l'enfant aussi à qui la mère a volé le père. Oui, c'est pas la mère, c'est la guerre qui le vole. C'est pas la mère elle-même, mais la mère faisait partie de notre vie.
J'ai appris à godiller tout gosse. J'ai navigué sur différentes sortes de bateaux. J'ai été marin professionnel de sardinier, de chalutier. Donc je suis un petit peu dépris de la mer parce que j'y vois moins bien et j'ai moins de sûreté en mer. Il faut avoir une grande sûreté. J'ai eu un bateau, le général Cambronne, pendant 10 ans, avec des équipages de jeunes gens et de jeunes filles très dynamiques et très, très gais. Et ce bateau a disparu en Espagne, où je l'avais emmené en réparation à Séville. Il a coulé dans le Guadalquivir lors d'une crue du Guadalquivir. Ça a été un des chagrins de ma vie. Dans beaucoup de vos discours, l'imagerie maritime est une composante importante. Vous parlez souvent de la mer ou de vous proche de la mer. Vous structurez vos discours souvent par rapport à la mer. L'image est là. C'est normal. Ici, la mer est omniprésente, à la fois dans son côté ludique, parce que le port de la Trinité doit avoir 12 ou 1500 bateaux de plaisance. J'ai navigué à peu près sur beaucoup de sortes de bateaux, de voile, fait des courses à la voile, mais c'est aussi le gagne-pain et l'exercice de force de la nature colossale. On ne verra pas à Quiberon une grande tempête aujourd'hui puisque le ciel est tout bleu, mais les grandes tempêtes sont impressionnantes et c'est une des forces de la nature. Et je signalais l'autre jour que les cyclones étaient une usine de désalinisation gigantesque, puisque ça transforme des masses d'eau de mer en eau douce, qui retombent en pluie quelquefois de façon d'ailleurs catastrophique, il faut dire. La mort d'un père en pleine adolescence, c'est structurant. Est-ce que ça a eu un impact dans vos choix de vie ? Je parle bien entendu de votre carrière militaire et politique. Non, quand je sais que je ne serai pas officier de marine, le problème se pose à moi de savoir ce que je vais faire. Et bon, je décide de faire du droit. Parce que le droit mène à tout, dit-on, à condition d'en sortir. Bon, peut-être avocat, peut-être, je ne sais pas, enfin bref, quoi qu'il en soit, je commence ma vie universitaire à la faculté de droit de Paris, puisque j'ai terminé mes études secondaires à Saint-Germain, n'est-ce pas ? Les collèges du coin se disputant l'honneur de m'avoir mis à la porte. J'étais, je pense, assez turbulent. Et ceci tient au fait que à 16 ans, je deviens un homme. Je deviens un homme parce que je connais l'amour physique, qui est une situation extraordinaire pour un adolescent, n'est-ce pas, ou un jeune homme. C'est la guerre. J'essaye d'aller au maquis de Saint-Marcel, où j'arrive au moment où tout le monde est en train de s'enfuir parce que l'offensive allemande a culbuté le maquis. C'est la libération, c'est les excès dont je suis le témoin, etc. Tout ça, c'est une vie. Et quand je reviens au collège à 16 ans, et qu'il faut se mettre en rang, les bras croisés, je ne peux plus. Je suis plus un petit garçon. Je suis devenu un homme, et ça, c'est incompatible avec la discipline exigée des collégiens de l'époque. Donc, d'un collège à l'autre, quand vous avez été mis à la porte une fois, généralement, vous êtes sur le toboggan. Bon, je bravais l'autorité. J'ai toujours fait un petit peu quand même toute ma vie. Sur Internet, comme dans les biographies, on ne trouve pas beaucoup d'informations sur votre mère. Ah, maman était une femme de grande qualité de cœur. Elle était d'origine paysanne, mais elle s'était mariée à 22 ou 23 ans, et elle était maîtresse de maison.
Voilà. La femme de Jean Le Pen, et c'était une femme très, très pieuse, mais sans excès, il faut le dire, mais quand même, c'est elle qui m'a donné une formation chrétienne solide, etc. C'était une femme de cœur qui s'occupait, par exemple, quand je suis parti, moi, que j'ai quitté la maison, que je suis allé et que j'étais étudiant, elle a toujours pris soit un orphelin, soit un jeune garçon d'une famille pauvre pour l'aider à vivre. Et puis, elle aidait autour d'elle. C'était une femme de bien. Et elle est morte très jeune, parce qu'elle est morte à 60 ans d'une maladie nosocomiale contractée à l'hôpital de Nantes, où elle était allée faire une petite opération chirurgicale et où elle a contracté une méningite mortelle. Est-ce que c'est elle qui vous a orienté sur l'école des Jésuites? Non, pas du tout. C'est mon père. Mon père, qui n'avait pas pu faire d'études secondaires, souhaitait que je sois dans le meilleur collège possible, et le meilleur collège possible, sans aucune discussion, dans la région, en Bretagne, c'était Saint-François-Xavier à Vannes. Combien de temps? Combien d'années? J'ai été 4 ans. 4 ans. Parce qu'au bout de 4 ans, dès 1939, la moitié du collège s'était réquisitionné par un hôpital militaire français, devenu en 40 hôpital militaire allemand. Et un jour, les Allemands ont pris prétexte, je ne sais pas, de graffiti quelconque, pour confisquer le collège. Le collège a été licencié, donc je me suis retrouvé sans collège en quelque sorte. Et là, je suis allé au collège Saint-Louis de Lorient, qui était réfugié dans l'île de Berdère, dans le golfe du Morbihan, qui était une île absolument idyllique, d'un décor extraordinaire, peu apte à l'exercice des disciplines sévères. C'était en gros entre vos 8 ans et vos 12 ans, les jésuites, à peu près. Ah non, c'est entre 11 ans et 14 ans. 11 ans et 14 ans. J'ai été 4 ans, j'ai été 6e, 5e, 4e, 3e quand même, bon. Pendant 4 années. Quel souvenir pour vous? C'était le collège des Jésuites, c'était la discipline d'avant la guerre. C'est-à-dire lever 6 heures l'hiver, 5 heures l'été, col dur obligatoire, cravate noire ou bleu marine, chaussettes de même couleur, uniforme, tant qu'il y a eu du tissu. Après, on a été un peu plus laxiste sur l'habillement, mais c'était un uniforme à boutons d'or, à revers boutonné, c'était casquette, etc. La discipline était rigoureuse, mais il y a 2 mondes où moi qui suis relativement rebelle d'esprit, je n'ai jamais souffert d'obéir, c'est d'une part les jésuites et la Légion étrangère. Parce que les cadres étaient ceux qui donnaient le plus bel et le meilleur exemple. C'est une institution aussi qui prône la rhétorique. Est-ce que ça a joué un rôle, si vous voulez, dans votre appétence pour la politique, les joutes oratoires? Vous savez, moi j'étais, sauf au bac où j'ai pris la section C pour pouvoir faire des maths et rentrer en maths LM, j'ai fait du latin et du grec. C'est vous dire qu'on jouait en 3e, on jouait une pièce en grec. C'est-à-dire la qualité de ce qu'était à l'époque l'éducation et l'instruction. On travaillait, il y avait 6 à 7 heures de classe par jour, sans parler des études. Et une atmosphère de compétition qui était d'ailleurs, qui s'exprimait par des ports de décoration, des petites croix façon mondaine d'aujourd'hui, et des rubans pour les seconds. À cette époque-là, le jeune Le Pen avait la foi. Tout à fait. Est-ce qu'il l'a conservée?
quel est son rapport à la foi, son rapport à l'Église, son rapport à la spiritualité, le marquage jésuite, la rébellion contre le marquage éventuellement plus tard? Non, je vais avoir une rupture grave avec la religion quand, pour me mettre à la porte au collège de Saint-Louis, ils ne trouveront pas d'autre idée que de me dire que ma mère est morte. Et ça a été tellement scandaleux que ma mère, qui était une dame pieuse, qui allait à la messe tous les matins et au cimetière l'après-midi, a mis à la porte le curé qui était chargé d'expliquer la situation, d'expliquer la lâcheté des gens, en quelque sorte. Et ça m'avait profondément traumatisé, et ça a été pour moi une rupture avec la religion et la pratique religieuse. Mais je suis resté profondément imprégné de la religiosité, de la civilisation chrétienne, et j'ai toujours été un défenseur des valeurs chrétiennes. Un peu comme un Charles Maurras. La preuve, c'est que, oui, mais plus croyant que Maurras, qui était un croyant. Les BBR, qui était la grande fête du Front National, débutait par une messe gigantesque. Pourquoi? Pour mettre à la disposition des croyants l'exercice de leur foi. Mais je dois dire que nous avions aussi fait, à la fin, un office protestant à côté de la grand-messe, pour que chacun puisse en quelque sorte exprimer sa foi. Pendant la guerre, l'adolescent que vous êtes connaît l'occupation et les bombardements alliés. Quels sont les faits qui vous ont le plus marqué? Bon, il faut se rappeler que l'Orient est la plus grande base de sous-marins allemands. Campés sous des blocos de 7 à 8 mètres d'épaisseur de béton, et qui échapperont à tous les bombardements. Ce qui amènera les Alliés à décider la destruction totale de la ville par incendie en janvier 1943. Lorient va être la première ville d'Europe à être rasée complètement, ainsi que bien sûr les communes avoisinantes, ce qui va amener ici un torrent de réfugiés, aussi bien des marins, des ports de Gavre, de Port-Louis, et d'Orientec qui vont venir ici avec leurs bateaux, que ma tante, mes cousins qui ont fui une ville qui a été rasée par un bombardement incendiaire. Les bombardements explosifs, si j'ose dire, lancés sur la base sous-marine, je crois qu'il y a eu jusqu'à des bombes jumelées de 6 tonnes, n'ont pas entamé la capacité d'action des sous-marins. Il faut dire que l'occupation militaire par ici était considérable. Il y avait une division de chasseurs de sous-marins à la Trinité, 6 petits destroyers en quelque sorte, qui ont été là toute la guerre. Il y avait une délégation de l'arsenal de l'Orient, il y avait la GAST qui était la douane militaire, la douane armée, qui contrôlait l'entrée et la sortie des bateaux, et il y avait la Noria, des unités qui venaient en repos dans les villas disponibles. Il y a toujours eu présence allemande importante. Pas du tout de contact avec la population, si ce n'est par le travail. Des gens qui travaillaient pour les Allemands, à la cuisine, des choses comme ça, ou dans l'organisation Todt, mais il n'y avait pas de fraternisation, de volonté réciproque d'ailleurs. Les Allemands ne cherchaient pas à s'approcher de la population civile, et la population civile ici ne cherchait pas à se rapprocher des Allemands. On se tenait dans une attitude correcte les uns vis-à-vis des autres, sans plus. Donc vous entendiez les bombardements? Les bombardements de l'Orient, alors, l'Orient a été bombardé pratiquement dès le début de la guerre, pratiquement tous les soirs. Il y avait un bombardement, quelquefois 1 ou 2 ou 3 appareils, mais ça déclenchait une
une furie de la DCA, les projecteurs, les tirs étaient tout à fait spectaculaires, jusqu'au jour où l'Orient a été éliminé, et donc il n'y a plus eu de bombardement. Sauf les bombardements sur la base sous-marine, mais inefficaces. Voilà. Camus disait ma patrie, c'est la langue française. On a un peu l'impression que le verbe, pour vous, revêt une importance très importante, que la langue française revêt quelque chose de très important. Que pensez-vous de la poésie? Je crois savoir que vous êtes assez féru de poésie. Oui, moi, je suis un amateur. J'ai beaucoup lu. C'était ma passion d'enfance, de jeunesse, et je continue à lire. Alors que je m'aperçois que très peu de gens lisent, dans le fond. Ils n'en ont pas le temps. Mais moi, il se trouve que j'ai généralement une petite insomnie, soit au départ, soit au cours de la nuit, et je lis une demi-heure, 1 heure par nuit, disons la vérité. Je lis beaucoup de choses, mais je n'arrive même pas à lire les livres qu'on me dédie. J'en reçois des livres qu'on m'envoie dédicacés gratuitement, 4 à 5, 6 par mois. Bon, je n'arrive pas à lire tout, mais je fais une sélection, mais je lis, je continue à lire. Alors, j'étais amateur de poésie, je sais quelques poèmes par cœur, je sais... j'ai lu beaucoup les poètes, notamment du 19e, du 20e, du 20e siècle. Je ne suis pas très art contemporain, mais étant jeune homme, me suis efforcé de visiter tous les grands musées d'Europe. Celui que je connais le moins, c'est probablement le Louvre. C'est toujours comme ça. Pour revenir au trait de tempérament du jeune Le Pen, est-ce que déjà à l'époque vous ressentez en vous cette richesse ou ces contrastes? Peut-être que c'est plus richesse que contraste, mais somme toute, vous vous montrez souvent tendre, mais aussi parfois dominant. Vous vous montrez chaleureux, très humain, très proche, mais parfois agressif. Vous vous montrez sous des traits de caractère extrêmement riches, extrêmement divers. Est-ce que tout ça est déjà en germe? Est-ce que vous le sentez dans l'enfance? Je n'ai pas de tuteur, mon père est mort, n'est-ce pas? Je n'ai que ma mère, que je vois pendant les vacances, mais qui exerce sur moi une influence certainement utile et calmante, mais tout de même, je suis un peu un électron libre. J'obéis à mon tempérament. C'est vrai que je me crois, moi, à tort ou raison, je me crois assez généreux, assez courageux physiquement. Je ne suis pas un ennemi du pancras. Mais voilà, l'affrontement physique ne me fait pas peur. Voilà, aussi bien dans la politique qu'ailleurs. Voilà, mais je suis un garçon. Voilà, j'aime danser, j'aime courir les filles, avoir des copains, faire du sport et tout ça. Oui, vous sentez déjà à l'époque quelqu'un d'extraordinairement vivant. Oui, mais je ne fais pas de comparaison. Voilà, je suis assez naturellement et sans me forcer un peu chef de bande. Voilà, c'est-à-dire que mon activité attire autour de moi un certain nombre de gens qui sont d'accord pour faire avec moi des choses. Mais ça, on ne pourrait pas, il faudrait des heures pour raconter ça. Pour revenir sur la Bretagne, le vote breton ne vous a pas toujours été très favorable. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'amour brisé? Et est-ce que vous nourrissez une forme de rancœur vis-à-vis de la Bretagne? C'est vrai que la Bretagne a été la province de France la plus rétive à l'influence du Front National. Et ceci, je pense, parce qu'elle est à l'écart
des grands courants bouleversants qui ont créé le développement du Front National, à savoir l'immigration massive, l'insécurité. Mais j'ai été candidat en Bretagne lors d'une partielle en 83, au moment où justement je fais un retour politique, j'obtiendrai 12% dans cette élection partielle, et à la Trinité-sur-Mer, dans mon pays, 52%. Mais on sait que nul n'est prophète en son pays, et que les Bretons ne sont pas portés, en général, à l'indulgence à l'égard de leurs fils qui réussissent. C'est comme ça. Voilà. Ça ne vise pas seulement moi. Mais c'est vrai que je n'ai pas un lien particulier avec les penseurs, les journalistes. Il faut dire qu'il y a une dominante ici de Ouest-France qui est pourtant dirigée, qui a été dirigée pendant des années par des gens dont j'ai été le condisciple au collège, qui étaient les frères Hutin, Degré du Loup, Hutin, François-Xavier et François-Régis. Mais je n'ai pas eu d'indulgence de leur part. C'était démocrates chrétiens, hein, c'est-à-dire à peu près ce qu'il y a de plus antinomique à la pensée nationale populaire. Mais non, je suis fier de la Bretagne, fier de son histoire, je l'aime, mais elle ne m'a pas politiquement, il faut bien dire la vérité, soutenu, comme je le méritais. Sans doute. Jean-Marie Le Pen, nous avons au travers de cette heure de travail ensemble pu creuser, connaître, évaluer, apprécier le jeune Jean-Marie. C'était donc l'objet de ce travail qui va se poursuivre ensuite par d'autres séquences, tant il est vrai que la vie de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'un peu comme un accordéon, n'est-ce pas ? On le développe, on le développe, on le développe, et il y a plusieurs endroits, plusieurs tranches de vie, plusieurs continuités bien sûr, mais il y a une longueur de l'expérience, il y a des formes diverses. De tout cela, nous allons parler dans les séquences qui suivront, si vous le voulez bien. Pour quitter aujourd'hui nos téléspectateurs, est-ce que vous avez une dernière anecdote ? Il y en a une qui me vient à l'esprit, qui était une confidence s'agissant d'une affiche qui marque un peu ce début d'envie ou de carrière ou de réalisation politique. Pas du tout de carrière, c'est le premier réflexe politique. Le réflexe politique consiste à prendre à témoin le public d'une idée qu'on a en propre. Et c'est vrai qu'à la Libération, je suis un peu choqué de voir un certain nombre de bravaches qui ne se sont pas fait remarquer par leur courage pendant la guerre, qui se livrent à des défilés depuis que les Allemands sont partis. Et ça m'incite à m'exprimer et à faire partager mon sentiment par d'autres. Et ça, c'est la première réaction politique de Jean-Marie Le Pen, si j'ose dire. Et sur la table de la cuisine, salle à manger, salle de bain, salon, à l'encre de Chine, au pinceau d'encre de Chine, j'écris 2 affiches, la même, recopiées l'une sur l'autre, où je me moque de ce que j'appelle les S-patriotes, bien que ma mère me dise c'est des pseudos, pas des S. Bon, moi je les appelle des S-patriotes, bon, pas ex-S, S-patriotes. Et je mettrai une affiche à la mairie et une affiche sur le quai. Et celle du quai provoquera déjà des incidents avec un certain nombre de gens qui se sentent visés par l'attitude qu'ils avaient pendant la guerre. Bref, c'est mon premier geste politique. C'est le désir de faire partager à d'autres une opinion, un sentiment que l'on a, par le moyen qu'avait déjà choisi Olympe de Gouges, n'est-ce pas, qui menait des campagnes contre Robespierre avec des affiches manuscrites, ce qui lui a coûté sa tête d'ailleurs, entre autres. Mais
c'est vrai que c'est assez symbolique. Vous m'aviez dit à l'époque que le maire ne croyait pas que c'était vous. Et Oui, que... alors le maire, n'est-ce pas, est venu à la maison. Le nouveau maire, hein, le maire de la Résistance. Pas l'ancien maire, parce que ce que je reprochais justement aux pseudo-patriotes, c'est d'avoir emprisonné le conseil municipal et d'avoir tondu les filles qui travaillaient avec les Allemands. Enfin, bref, accusées de collaboration. Ça m'avait choqué. Et c'est cette révolte qui me fait écrire cette affiche de protestation, en quelque sorte. Étant entendu que moi, ayant eu des armes pendant la guerre, je suis inattaquable, tu vois. Je peux me permettre de faire ça. Ils n'oseront pas faire contre moi des choses. Alors, il y a un dernier petit objet, un dernier livre, pardon, que vous ne nous avez pas présenté. Ah oui, c'est mon livre de messe de première communion. C'est un cadeau que l'on fait au premier communiant, qui est encore conservé dans le fond assez bien. Et c'était à l'époque considéré comme une présentation très luxueuse, n'est-ce pas, voilà.